Alors je termine sur le mix, et après je m'arrête pour ne pas faire dériver l'après-midi. Je vous ai mis sur cette slide, sur ce transparent, là vous avez la demande électrique en France en hiver. Alors sur une semaine, donc vous avez 7 jours, vous avez le pic de 20h le soir, là que vous voyez tous les jours, puis le creux au milieu de la nuit. Vous avez une autre représentation, là c'est la courbe de charge sur l'année, l'année ça fait 8760 heures, donc pendant un petit nombre d'heures qui représente la pointe, eh bien on a besoin de un peu plus de 80 000 mégawatts en France, 80 gigawatts, et puis évidemment beaucoup plus longtemps on a besoin d'une puissance beaucoup plus modeste. Je vous ai mis ici la répartition des moyens de production qui s'adapte donc suivant les 12 mois de l'année, qui sont ici, de janvier à décembre, où en hiver, d'abord il y a le nucléaire qui varie, puisqu'on a un parc, on ne peut pas faire fonctionner toutes les tranches à pleine puissance et tout le temps. Donc ça permet en particulier de couvrir environ 60%, ça c'est quelque chose qui n'est pas toujours connu, 60% des besoins du chauffage électrique, bien qu'il ne fonctionne qu'en hiver, pour l'essentiel, sont couverts par le nucléaire. Puis vous avez ici l'hydraulique, et puis enfin le charbon, et puis on ne voit pas ici l'extrême pointe. Vous avez ici les émissions de CO2 de l'année en global, valeur moyenne. Vous avez ici le chiffre d'EDF, les chiffres de nos collègues allemands, le chiffre moyen américain et le chiffre de TEPCO, qui est la compagnie électrique de la région de Tokyo. Alors, regardons un peu. Vous avez ici, ce petit nuage de points représente la puissance disponible d'une éolienne prise dans une région quelle qu'elle soit. Je crois que ça c'était dans le nord. En France, vous avez 4 points par jour sur les 365 jours de l'année. Donc on voit que ça varie un petit peu. Et puis vous avez la valeur moyenne par jour. Donc question finalement, quand on développe un parc éolien important, bon, nos collègues allemands sont maintenant, nos amis allemands sont à 20 000 mégawatts. Nous, comme je vous l'ai montré, on est en deçà. Dans des îles comme la Corse, c'est en train de monter, et d'autres îles, où à ce moment-là, la proportion d'énergie éolienne est bien plus élevée. Comment ça va se passer au niveau global du système? Parce que finalement, il faut en global faire qu'on utilise d'une manière correcte l'ensemble des moyens qu'on a, ce qui veut dire faire qu'in fine, chacun de nos concitoyens paye son électricité pas trop cher. Et de plus en plus sans CO2. Alors, on peut se dire l'énergie éolienne, c'est une bonne idée. Et c'est vrai qu'à certains égards, c'est une très bonne idée. Ceci dit, après, la question, c'est combien on en met. Alors, je termine, c'est le dernier transparent pour lequel je vous demande d'accrocher les ceintures un instant pour vous pénétrer des petites choses que je vais raconter. Alors là, j'ai mis un schéma, c'est la consommation française en 2007. Donc vous avez l'ensemble de l'année, il y a 52 dents, c'est un peu plus que ce qu'on a dans la bouche, c'est les 52 semaines de l'année. Et puis vous admettez que vous avez 60 000 mégawatts d'éolien. C'est délirant, mais ça ne fait rien, c'est pour les besoins pédagogiques. Alors avec 60 000 mégawatts répartis sur le territoire d'éolien, compte tenu du fonctionnement relativement intermittent, voilà ce qu'on aurait eu, en prenant une répartition raisonnable sur le territoire, voilà la production éolienne, c'est le mauve clair. Vous voyez que par moment, prenons par exemple ici, là on se retrouve avec quasiment pas d'éolien. Donc ça veut dire que même si on a installé pas mal d'éoliens, il faudra avoir les moyens de faire tourner le système quand il n'y en a quasiment pas. En Allemagne, ils ont ce problème-là, et ils l'ont d'autant plus qu'ils n'ont pas de chance, parce que ceux d'entre vous qui connaissent la géographie allemande et le climat allemand savent que l'essentiel du vent est dans le nord, qu'ils sont sous un seul régime de vent, ce qui fait que par les périodes de froid stable ou de chaleur stable, qui sont les moments où on a besoin d'électricité, ils n'ont plus de vent. Donc à ce moment-là, leurs 20 000 mégawatts d'éolien tournent très peu. Et en plus, ils varient très fortement. Il peut arriver qu'en une heure, l'éolien varie de 9 000 mégawatts à 1 000, ou inversement. Ce qui nécessite une flexibilité sur les autres moyens qui est extrêmement forte si on se dit, dès qu'il y a du vent, on fait tourner l'éolienne et on l'utilise, puisque c'est une électricité fatale qu'on sait finalement très mal stocker. Bon, donc,
nous, on a plus de chance. On a grosso modo 3 grands régimes de vent. Donc, on est en une situation qui est un peu plus facile et qui permet de développer donc l'éolien sur le plan purement global. Je ne parle pas des problèmes d'environnement, de ce que pensent Dédé et Lulu quand ils ont une éolienne en face de chez eux. Ça, c'est un autre sujet. Je suis sur le plan du système électrique, son efficacité, de ses coûts, de ses émissions de CO2. Donc, on a quand même le besoin de garder tous les moyens sur le pont. Et puis, si on essaye d'optimiser, qu'on se dit on met du nucléaire ou du barrage de l'eau en base, ou du nucléaire en base, on voit que la base sera moins bien utilisée et que donc ça pourrait pousser à terme à redévelopper des moyens thermiques classiques, ce qui recréerait des émissions de CO2, etc. Tout ceci pour dire que l'optimum éolien par pays n'est pas du tout du même ordre de grandeur, que en Allemagne, compte tenu de ce que une grande part de leur parc est thermique classique, c'est assez naturel qu'ils aillent assez haut dans l'éolien, mais après avec un problème de stabilité que de temps en temps ils exportent chez nous d'ailleurs, comme on l'a vu en novembre 2007. Et puis, dans un pays comme le nôtre, ou en Norvège, où il y a déjà, ou en Suède, où il y a déjà une proportion d'électricité sans CO2 très élevée, introduire trop d'éoliennes, sur le plan d'une électricité nationale, je ne parle pas d'électricité européenne, n'est pas nécessairement la bonne solution. Alors je termine avec mes 2 dernières slides et je m'arrête enfin. Ce schéma global de dire davantage d'électricité pour moins de CO2, ce n'est pas uniquement une idée d'EDF et de sa R&D. Je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai montré, je vous ai dit que le World Energy Council est là-dessus, Eurelectric est aussi là-dessus, nos collègues de l'Electric Power Research Institute, qui est l'organisme de recherche coopératif des compagnies électriques américaines, est aussi là-dessus. Et donc, pour nous, essentiellement, nous pensons que la réduction des émissions de CO2, elle va se faire par maîtrise de l'énergie, économie d'énergie, développement du nucléaire, développement des ENR. Nous pensons que pour un pays comme le nôtre, c'est la bonne solution. Et puis ma dernière slide sur la R&D d'EDF. Donc on a comme toutes les R&D industrielles, je pense mes homologues ou mes collègues d'autres industries qui viennent ici vous diront que la R&D elle a comme rôle d'éclairer l'avenir et à court terme d'améliorer la performance. Chez nous, il y a environ 2000 personnes, on est 2000 en fait. Donc pour vos élèves, que vous sachiez, il y a 30% de femmes. On a presque plus de femmes que le pourcentage qui sort de l'enseignement supérieur français. Le nombre de docteurs, on a un ensemble de collègues parmi nous, et j'y tiens beaucoup, qui font de l'enseignement dans les universités et les écoles. Nous embauchons 20% d'étrangers. Et puis notre budget, c'est un peu plus qu'1 million d'euros par jour, comme aime bien me le dire notre président, pour me dire qu'il investit beaucoup dans la recherche. Voilà, je vous remercie.